Bienvenue dans ce voyage apaisant à travers le monde fascinant des vélos. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous bercer par ces faits relaxants sur les bicyclettes. Prenez une profonde respiration, détendez vos épaules. Et permettez à votre esprit de vagabonder doucement à travers l'histoire et la beauté de ces machines merveilleuses qui ont transformé notre monde. L'histoire du vélo commence bien plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent. Les premières tentatives de créer une machine à propulsion humaine remontent au début du XIXe siècle. En 1817, le baron allemand Karl von Drais inventa ce qu'on appelait la draisienne, un engin sans pédale que l'on propulsait en poussant avec les pieds sur le sol. C'était un début modeste, mais c'était le premier pas vers la révolution de la mobilité personnelle. Imaginez ces premières routes poussiéreuses, les gens regardant avec étonnement ces inventeurs courageux glisser sur leurs machines en bois. Le développement du vélo a été un processus lent et graduel, chaque innovation apportant quelque chose de nouveau. Dans les années 1860, les pédales ont été ajoutées directement à la roue avant, créant ce qu'on appelait le vélocipède. Ces machines étaient souvent appelées chevaux de fer en français, un nom charmant qui évoque l'idée de remplacer les chevaux par ces nouvelles montures mécaniques. Les artisans fabriquaient chaque pièce à la main, avec un soin méticuleux, créant des œuvres d'art fonctionnelles qui étaient aussi belles qu'utiles. Les bicycles à grande roue, connus sous le nom de grand bis ou penny farthing en anglais, représentent une période fascinante de l'histoire du cyclisme. Ces vélos avaient une roue avant énorme et une toute petite roue arrière. La raison était simple et ingénieuse, plus la roue était grande, plus on pouvait parcourir de distance avec chaque rotation des pédales. Les cyclistes étaient perchés très haut, parfois à plus de 2 mètres du sol. C'était élégant mais dangereux, et les chutes étaient fréquentes et spectaculaires. Pourtant, ces vélos représentaient le summum de la technologie et du style dans les années 1870 et 80. L'invention de la chaîne de transmission a tout changé. Soudain, il n'était plus nécessaire d'avoir une roue avant gigantesque. Les pédales pouvaient être connectées à la roue arrière par une chaîne, permettant différents rapports de vitesse. Cette innovation, apparue dans les années 1880, a rendu le vélo beaucoup plus sûr et accessible. Les vélos ont commencé à ressembler davantage à ceux que nous connaissons aujourd'hui, avec 2 roues de taille égale et un cadre en forme de losange. Les pneumatiques, ces chambres à air remplies d'air que nous tenons pour acquises aujourd'hui, ont été inventés par John Boyd Dunlop en 1888. Avant cela, les vélos avaient des roues en bois ou en métal avec des bandes de caoutchouc solides. Imaginez rouler sur des pavés avec de telles roues, chaque petite bosse se transmettait directement à travers le cadre jusqu'au cycliste. Les pneumatiques ont transformé l'expérience du cyclisme, la rendant douce et confortable. C'était comme passer d'un chariot en bois à une calèche rembourrée. Au tournant du XXe siècle, le vélo était devenu un phénomène mondial. Des millions de personnes à travers le monde pédalaient quotidiennement. Le vélo a offert une liberté sans précédent, particulièrement aux femmes. Pour la première fois, les femmes pouvaient voyager seules, sans chaperon, explorant leur ville et leur campagne avec une indépendance nouvelle. Cette liberté était révolutionnaire et a contribué de manière significative au mouvement pour les droits des femmes de cette époque. La bicyclette a également influencé la mode de manière inattendue. Les longues jupes victoriennes étaient totalement impratiques pour faire du vélo. Cela a conduit à l'adoption de vêtements plus pratiques et confortables pour les femmes, y compris des bloumets et finalement des pantalons. Le vélo a littéralement changé la façon dont les femmes s'habillaient, contribuant à une plus grande liberté vestimentaire et corporelle. Les courses cyclistes sont devenues populaires presque immédiatement après l'invention du vélo moderne. Le Tour de France, la plus célèbre de toutes les courses cyclistes, a été organisé pour la première fois en 1903. C'était une épreuve d'endurance extraordinaire, avec des étapes qui duraient parfois 15 heures ou plus. Les premiers cyclistes du Tour de France pédalaient sur des routes non pavées, transportant leurs propres outils et pièces de rechange, réparant leurs vélos eux-mêmes quand quelque chose se cassait. C'était une aventure épique, un test de volonté humaine et de résistance physique. Les vélos de course d'aujourd'hui sont des merveilles d'ingénierie. Fabriqués en fibre de carbone ultra légère, ils peuvent peser moins de 7 kg tout en étant incroyablement solides et rigides. Chaque composant est optimisé pour réduire le poids et améliorer les performances. Les roues sont conçues dans des souffleries pour minimiser la résistance au vent. Les systèmes de changement de vitesse sont d'une précision informatique, permettant des changements de vitesse instantanés et fluides. Ces machines représentent le summum de plus d'un siècle d'innovation cycliste. Mais tous les vélos ne sont pas destinés à la vitesse. Les vélos de ville, confortables et pratiques, sont conçus pour les trajets quotidiens.
avec leur garde-boue pour protéger contre les éclaboussures, leur porte-bagages pour transporter des courses ou un sac, et leur position de conduite droite pour une meilleure visibilité. Ces vélos sont les chevaux de trait du monde cycliste. Ils ne sont peut-être pas glamour, mais ils sont fiables, durables et parfaitement adaptés à leur fonction. Les vélos hollandais sont particulièrement charmants. Aux Pays-Bas, le vélo est roi. Les villes sont conçues autour des cyclistes, avec des pistes cyclables partout et des feux de circulation spéciaux pour les vélos. Les vélos hollandais traditionnels ont un cadre bas pour faciliter la montée et la descente, souvent avec un carter de chaîne complet pour protéger les vêtements. Beaucoup ont des sièges arrière pour transporter des passagers, et il n'est pas rare de voir des parents transporter plusieurs enfants sur un seul vélo. C'est une culture cycliste magnifique et inspirante. Amsterdam compte plus de vélos que d'habitants. Il y a environ 800 000 vélos pour une population d'environ 850 000 personnes. Les canaux d'Amsterdam contiennent également des milliers de vélos qui y ont été jetés ou qui y sont tombés accidentellement au fil des années. Périodiquement, la ville organise des opérations de dragage pour retirer ces vélos submergés, en récupérant parfois des milliers en une seule opération. C'est un rappel amusant de l'omniprésence du vélo dans la vie hollandaise. Copenhague, au Danemark, est une autre capitale mondiale du vélo. Plus de 60% des habitants de Copenhague se rendent au travail ou à l'école à vélo tous les jours, même pendant les mois d'hiver froids et sombres. La ville a investi massivement dans l'infrastructure cycliste, créant des autoroutes pour vélos, des ponts cyclables élégants, et des feux de circulation synchronisés pour les cyclistes. Le résultat est une ville plus propre, plus calme et plus saine, où le vélo est simplement la façon normale de se déplacer. Les vélos cargo connaissent une renaissance dans de nombreuses villes du monde. Ces vélos, conçus pour transporter de lourdes charges, existent depuis longtemps mais gagnent en popularité. Les modèles modernes peuvent transporter des centaines de kilogrammes de marchandises ou plusieurs enfants. Certains ont 2 roues, d'autres 3 pour plus de stabilité. Ils sont utilisés par des familles, des artisans, des commerçants et même des services de livraison. Dans certaines villes européennes, les vélos cargo remplacent progressivement les camionnettes pour les livraisons urbaines, réduisant la congestion et la pollution. Les vélos électriques, ou e-bike, ont transformé le cyclisme urbain ces dernières années. Avec un petit moteur électrique qui assiste le pédalage, ces vélos rendent le cyclisme accessible à beaucoup plus de personnes. Les collines deviennent faciles. Les longs trajets deviennent gérables. Les personnes âgées ou moins en forme peuvent soudainement profiter du cyclisme. Les e-bikes ne remplacent pas l'exercice traditionnel du vélo, mais ils élargissent considérablement les possibilités de qui peut faire du vélo et où ils peuvent aller. La technologie des batteries pour e-bikes s'améliore constamment. Les batteries modernes au lithium-ion peuvent fournir une assistance sur 50 à 100 km ou plus avec une seule charge, selon le niveau d'assistance utilisé et le terrain. Elles se rechargent en quelques heures sur une prise électrique normale. Le poids des batteries diminue également, rendant les e-bikes de plus en plus légers et maniables. Certains modèles haut de gamme sont maintenant si légers et si bien intégrés qu'il est difficile de les distinguer des vélos traditionnels à première vue. Les vélos de montagne représentent une autre évolution fascinante du vélo. Développés en Californie dans les années 1970 par des cyclistes aventureux qui modifiaient des vélos de plage pour descendre des sentiers de montagne. Les vélos de montagne sont maintenant une catégorie sophistiquée avec de nombreuses sous-catégories. Il y a des vélos pour le cross-country, l'enduro, la descente, le trail, et bien d'autres disciplines. Chacun est optimisé pour des conditions spécifiques et un style de conduite particulier. Les systèmes de suspension sur les vélos de montagne modernes sont extraordinairement sophistiqués. Utilisant des principes d'ingénierie empruntés aux motos et même aux voitures de course, ces suspensions peuvent absorber des chocs importants tout en maintenant la traction des roues au sol. Certains systèmes ont plusieurs modes ajustables, permettant aux cyclistes de modifier le comportement de la suspension à la volée pour s'adapter aux conditions changeantes du terrain. C'est de la haute technologie appliquée au plaisir et à l'aventure. Les pneus de vélo sont bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. La bande de roulement, le composé de caoutchouc, la construction de la carcasse, la pression d'air, tous ces facteurs affectent la performance. Les pneus de route sont lisses et étroits pour minimiser la résistance au roulement sur l'asphalte. Les pneus de montagne sont larges avec des crampons profonds pour la traction dans la boue et sur les roches. Entre les deux, il existe une gamme infinie de designs pour différentes conditions et préférences. Choisir les bons pneus peut transformer complètement la façon dont un vélo se comporte. La pression des pneus est un sujet sur lequel les cyclistes peuvent débattre pendant des heures. Trop de pression,
et le vélo rebondit sur chaque petite imperfection, perdant de la traction et du confort. Pas assez de pression, et vous risquez des crevaisons par pincement et une résistance au roulement accrue. La pression idéale dépend du poids du cycliste, de la largeur des pneus, du terrain, et même de la température. Certains cyclistes ajustent méticuleusement leur pression avant chaque sortie, cherchant le point parfait pour les conditions du jour. Les crevaisons sont le fléau de tout cycliste, mais elles font partie de l'expérience. Apprendre à réparer une crevaison est une compétence essentielle. Le processus est presque méditatif une fois qu'on le maîtrise, retirer la roue, démonter le pneu, trouver le trou dans la chambre à air, poncer la zone autour du trou, appliquer la colle. Attendre qu'elle devienne collante, appliquer le patch, remonter le tout. C'est un rituel satisfaisant qui connecte le cycliste à sa machine d'une manière tactile et directe. Les vélos sans chambre à air, ou tubeless, éliminent la chambre à air traditionnelle. Au lieu de cela, le pneu est scellé directement sur la jante avec un liquide d'étanchéité à l'intérieur. Ce liquide peut sceller automatiquement les petites perforations, réduisant considérablement les crevaisons. Les systèmes tubeless permettent également de rouler avec des pressions plus basses sans risque de crevaison par pincement, améliorant le confort et la traction. C'est une technologie qui était autrefois réservée aux professionnels mais qui est maintenant largement disponible. Le cadre d'un vélo est son squelette, sa structure fondamentale. Les cadres peuvent être fabriqués dans de nombreux matériaux différents. L'acier était le matériau traditionnel et est encore apprécié pour sa durabilité, son confort et sa réparabilité. L'aluminium est léger et rigide, offrant un excellent rapport performance-prix. La fibre de carbone est le matériau de choix pour la performance ultime, offrant le meilleur rapport résistance-poids. Le titane combine la résistance de l'acier avec un poids proche de l'aluminium, plus une résistance à la corrosion exceptionnelle, mais à un prix élevé. La géométrie du cadre affecte profondément la façon dont un vélo se comporte. L'angle du tube de direction détermine la nervosité de la direction. La longueur des bases arrière affecte la stabilité et l'agilité. La hauteur du boîtier de pédalier influence la maniabilité et le dégagement au sol. Les concepteurs de cadres passent d'innombrables heures à peaufiner ces dimensions, cherchant l'équilibre parfait pour l'usage prévu du vélo. C'est autant un art qu'une science. Les selles de vélo sont profondément personnelles. Ce qui est confortable pour une personne peut être torture pour une autre. La forme du bassin, la flexibilité, le style de conduite, la distance parcourue, tout cela affecte le choix de la selle. Les fabricants de selles ont développé des systèmes sophistiqués pour mesurer l'anatomie du cycliste et recommander des selles appropriées. Certaines selles ont des découpes centrales pour soulager la pression. D'autres ont un rembourrage en gel. Trouver la selle parfaite peut prendre du temps et de l'expérimentation, mais quand vous la trouvez, c'est comme trouver une paire de chaussures parfaites. Les pédales sont le point de contact crucial entre le cycliste et le vélo. Les pédales plates traditionnelles permettent de porter n'importe quelle chaussure et offrent la liberté de poser le pied facilement. Les pédales automatiques, qui se fixent à des chaussures de cyclisme spéciales, offrent une efficacité accrue en permettant de tirer vers le haut ainsi que de pousser vers le bas. Le moment où un cycliste utilise pour la première fois des pédales automatiques peut être nerveux, la peur de tomber parce qu'on ne peut pas détacher son pied assez vite est réelle. Mais avec la pratique, le mouvement de fixation et de libération devient instinctif. Les guidons viennent dans une variété étonnante de formes. Les guidons de route courbés vers le bas permettent plusieurs positions des mains et une posture aérodynamique. Les guidons plats des vélos de montagne offrent un contrôle précis. Les guidons papillons, populaires pour les randonnées longue distance, offrent de nombreuses positions pour le confort sur de longues heures. Les guidons de ville en forme de moustache offrent une position droite confortable pour voir la circulation. Chaque forme a été développée pour un usage spécifique, optimisant le confort et le contrôle pour différentes situations. Les freins ont évolué de manière spectaculaire au fil des décennies. Les premiers vélos n'avaient souvent aucun frein du tout, ou seulement un simple frein à tampon qui appuyait directement sur le pneu. Puis sont venus les freins sur jante, qui pressaient des patins de caoutchouc contre les côtés de la jante de la roue. Ces freins fonctionnaient bien par temps sec mais perdaient beaucoup d'efficacité sous la pluie. Les freins à disque, empruntés aux motos, sont maintenant la norme sur de nombreux vélos. Ils offrent une puissance de freinage constante dans toutes les conditions et permettent des dosages très précis. Les freins à disque hydraulique représentent le summum de la technologie de freinage pour vélo. Utilisant du fluide hydraulique pour transmettre la force de la poignée de frein à l'étrier, ils offrent une modulation exceptionnelle et nécessitent très peu d'efforts au levier. Un seul doigt suffit généralement pour actionner ces freins puissants.
Même sous la pluie battante, sur des descentes boueuses ou sur des routes mouillées, ils maintiennent leur performance. C'est une technologie qui a rendu le cyclisme plus sûr et plus accessible. Les vitesses, ou systèmes de transmission, permettent aux cyclistes d'adapter leur effort aux conditions changeantes. En montée, vous pouvez passer à un rapport plus facile, faisant tourner les pédales plus rapidement mais avec moins de résistance. En descente ou sur le plat, un rapport plus dur permet d'aller plus vite. Les premiers systèmes de vitesse étaient mécaniques, avec des câbles reliant les leviers aux dérailleurs. Maintenant, de nombreux vélos haut de gamme utilisent des systèmes électroniques, où les changements de vitesse sont contrôlés par de petits moteurs activés par des boutons. Les changements sont instantanés et d'une précision parfaite. Certains cyclistes choisissent la simplicité d'un vélo à vitesse unique. Sans dérailleurs, câbles ou multiples plateaux et pignons, ces vélos sont légers, fiables et nécessitent peu d'entretien. Dans les villes plates, ils sont parfaitement adéquats. Ils forcent également le cycliste à développer un rythme régulier et à apprendre à utiliser l'élan efficacement. Il y a une pureté dans la simplicité d'un vélo à vitesse unique qui plaît à de nombreux cyclistes urbains. Les vélos fixie, ou à pignon fixe, vont encore plus loin. Sur ces vélos, le pignon arrière est fixé directement au moyeu, sans roue libre. Cela signifie que les pédales tournent toujours quand le vélo avance. Vous ne pouvez pas arrêter de pédaler. Pour ralentir, vous devez résister au mouvement des pédales. C'est une expérience unique qui crée un lien très direct entre le cycliste et le vélo. Les coursiers à vélo dans de nombreuses villes préfèrent les fixie pour leur simplicité mécanique et le contrôle qu'ils offrent dans la circulation dense. L'entretien d'un vélo peut être simple ou complexe selon vos choix. Au minimum, un vélo a besoin d'une chaîne propre et lubrifiée, de pneus correctement gonflés, et de freins qui fonctionnent. Mais pour ceux qui aiment bricoler, un vélo offre d'innombrables opportunités d'ajustement et d'amélioration. Apprendre à régler ses propres dérailleurs, à remplacer des câbles, à ajuster des roulements, ces compétences créent une connexion plus profonde avec votre vélo et une compréhension de son fonctionnement. Le nettoyage d'un vélo peut être une activité méditative. Avec de l'eau tiède, du savon doux, et des brosses de différentes tailles, vous pouvez redonner à votre vélo son éclat d'origine. Frotter la chaîne, nettoyer les cassettes, essuyer le cadre, c'est une façon de prendre soin de cet objet qui vous sert si bien. Beaucoup de cyclistes trouvent cette tâche satisfaisante, un moment de calme où ils peuvent inspecter leur vélo et anticiper la prochaine sortie. Les vélos de route de course sont conçus pour une chose, aller vite sur l'asphalte. Avec leur cadre rigide, leur roue fine et leur position de conduite agressive, ils sont optimisés pour l'efficacité aérodynamique et le transfert de puissance. Chaque watt d'énergie du cycliste est transmis à la route avec un minimum de perte. Pour ceux qui aiment la sensation de vitesse, de glisser sur l'asphalte lisse avec le vent dans les cheveux, rien ne se compare à un vélo de route bien réglé. Les vélos de gravel, ou vélos de gravier, sont une catégorie relativement nouvelle qui combine des éléments de vélo de route et de vélo de montagne. Ils ressemblent à des vélos de route mais avec des pneus plus larges et une géométrie plus détendue. Ils sont conçus pour être rapides sur la route mais capables de gérer des chemins non pavés, des sentiers forestiers, et des routes de gravier. Cette polyvalence les rend populaires pour les aventures d'une journée et les randonnées de plusieurs jours où les conditions de route peuvent varier considérablement. Les vélos de cyclocross sont conçus pour une discipline de course unique qui se déroule en automne et en hiver. Les courses de cyclocross se déroulent sur des parcours courts et techniques comportant des obstacles, des sections de course à pied où les cyclistes doivent porter leur vélo, et beaucoup de boue. Les vélos sont similaires aux vélos de route mais avec des pneus à crampons, des freins puissants et une géométrie qui facilite le portage du vélo sur l'épaule. C'est une discipline exigeante qui teste à la fois les compétences techniques et la condition physique. Les vélos de triathlon et de contre-la-montre sont les voitures de Formule 1 du monde du vélo. Chaque élément est conçu pour minimiser la résistance au vent. Les cadres ont des formes aérodynamiques avec des tubes profilés. Les roues sont souvent des disques pleins ou des roues à rayons très profonds. Le cycliste adopte une position extrêmement basse et allongée, reposant sur des prolongateurs de guidon. Dans cette position, le cycliste peut maintenir une vitesse élevée avec moins d'effort, car moins d'énergie est gaspillée à pousser l'air. Les vélos pliants sont des merveilles d'ingénierie compacte. Avec des charnières et des mécanismes de libération rapides, ces vélos peuvent se plier en un paquet compact en quelques secondes. Cela les rend parfaits pour les navetteurs qui doivent combiner le vélo avec les transports en commun ou qui manquent d'espace de rangement. Les modèles modernes comme le Brompton sont devenus des icônes du design, offrant une qualité de conduite étonnamment bonne malgré leurs petits trous et leur nature pliable. Les vélos couchés,
ou requimbant, place le cycliste dans une position allongée plutôt qu'assise. Cette position est plus aérodynamique et plus confortable pour de longues distances, réduisant la pression sur les mains, les poignets et le dos. Les vélos couchés détiennent en fait le record de vitesse terrestre pour les véhicules à propulsion humaine, atteignant des vitesses supérieures à 130 km/h dans des carénages aérodynamiques. Bien qu'ils ne soient pas aussi populaires que les vélos traditionnels, ils ont une base de fans dévoués qui apprécient leur confort et leur efficacité. Les tandems permettent à deux personnes de pédaler ensemble sur le même vélo. Le cycliste avant, appelé le capitaine, contrôle la direction et les freins, tandis que le cycliste arrière, appelé le stocké, fournit de la puissance de pédalage. Les tandems permettent à des cyclistes de capacités différentes de rouler ensemble à la même vitesse. Ils sont également populaires auprès des couples et sont utilisés pour permettre aux personnes malvoyantes de profiter du cyclisme. Il y a quelque chose de spécial dans la coordination requise pour pédaler en tandem, un travail d'équipe littéral et métaphorique. Les tricycles pour adultes offrent la stabilité de 3 roues, éliminant le besoin d'équilibre. Cela les rend idéaux pour les personnes âgées, celles qui ont des problèmes d'équilibre, ou toute personne qui se sent plus en sécurité avec 3 points de contact au sol. Certains tricycles ont 2 roues à l'avant, d'autres 2 à l'arrière. Beaucoup ont de grands paniers ou des coffres, ce qui les rend pratiques pour faire des courses ou transporter des marchandises. Dans de nombreuses régions d'Asie, les tricycles sont utilisés comme taxis ou pour livrer des marchandises. Les vélos de bambou représentent une approche écologique et créative de la construction de vélos. Le bambou est étonnamment solide et résistant, avec d'excellentes propriétés d'absorption des vibrations. Les cadres de bambou sont généralement fabriqués à la main, avec des tiges de bambou soigneusement sélectionnées et jointes avec de la résine époxy et des fibres. Chaque vélo est unique, avec les variations naturelles du bambou créant des motifs et des couleurs différents. C'est un matériau renouvelable et durable qui produit des vélos à la fois beaux et fonctionnels. Les vélos en bois, moins courants mais tout aussi fascinants, poussent l'artisanat à un autre niveau. Les constructeurs de cadres en bois utilisent des techniques de menuiserie traditionnelles pour créer des cadres à partir de contreplaqués stratifiés ou de bois massif. Le bois offre une qualité de conduite unique, avec une absorption naturelle des vibrations qui crée un trajet doux et confortable. Ces vélos sont souvent des pièces d'art autant que des moyens de transport, avec la beauté du grain du bois visible à travers le vernis transparent. Le cyclisme comme moyen de transport est l'une des façons les plus efficaces de se déplacer jamais inventées. En termes d'énergie dépensée par kilomètre parcouru, le vélo est plus efficace que la marche, la course, la voiture, ou pratiquement tout autre mode de transport. Un cycliste peut parcourir environ 100 km avec l'énergie contenue dans 1 litre d'essence, si cette énergie était convertie en énergie musculaire humaine. C'est une efficacité remarquable qui fait du vélo une solution élégante aux défis du transport urbain. Les bienfaits pour la santé du cyclisme régulier sont nombreux et bien documentés. Le cyclisme est un excellent exercice cardiovasculaire qui renforce le cœur et les poumons. Il tonifie les muscles, en particulier dans les jambes et le bas du corps, sans impact dur sur les articulations comme la course à pied. Le cyclisme régulier peut réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et de certains cancers. Il améliore la santé mentale, réduisant le stress, l'anxiété et la dépression. Simplement 20 à 30 minutes de cyclisme par jour peuvent avoir des effets profonds sur la santé globale. Le cyclisme est également bénéfique pour l'environnement. Un vélo ne produit aucune émission, ne nécessite pas d'essence, et occupe beaucoup moins d'espace qu'une voiture. Si seulement 10% des trajets courts en voiture étaient remplacés par des trajets à vélo, cela réduirait considérablement les émissions de carbone et la pollution de l'air dans les villes. Les villes qui investissent dans l'infrastructure cycliste constatent souvent une amélioration de la qualité de l'air et une réduction de la congestion routière. Le cyclotourisme est une façon merveilleuse d'explorer le monde. Voyager à vélo vous permet de voir les paysages à un rythme parfait, plus rapide que la marche, mais assez lent pour vraiment absorber votre environnement. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, prendre des routes secondaires que vous ne prendriez jamais en voiture, et rencontrer des gens dans les petites villes et villages. Le cyclotourisme peut être aussi confortable ou spartiate que vous le souhaitez. Certains voyageurs à vélo restent dans des hôtels et des restaurants, tandis que d'autres campent et cuisinent leurs propres repas. Les sacoches, ces sacs qui se fixent sur un porte-bagages, sont essentiels pour le cyclotourisme. Elles vous permettent de transporter tout ce dont vous avez besoin sans avoir à porter un sac à dos, ce qui serait inconfortable sur de longues distances. Les sacoches modernes sont imperméables,
durable et conçu pour rester stable même sur des routes chaotiques. Avec une paire de sacoches arrière et peut-être une paire avant, un cyclotouriste peut transporter des vêtements, du matériel de camping, de la nourriture, des outils et tout le nécessaire pour des semaines ou des mois sur la route. La bikepacking est une variante plus minimaliste du cyclotourisme. Au lieu de sacoches sur des porte-bagages, les bikepackers utilisent des sacs qui se fixent directement au cadre du vélo, au guidon et sous la selle. Cette approche permet d'utiliser des vélos qui ne peuvent pas accueillir de porte-bagages, comme les vélos de montagne ou de gravel. Le bikepacking encourage un mode de voyage léger, emportant seulement l'essentiel. C'est populaire pour les aventures hors route où les sentiers sont trop techniques pour des vélos lourdement chargés avec des sacoches traditionnelles. Les lumières de vélo sont essentielles pour rouler la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Les lumières LED modernes sont incroyablement puissantes et efficaces. Une petite lumière avant peut produire des centaines de lumens, suffisamment pour éclairer la route devant vous et pour être vue de loin. Les feux arrière clignotants augmentent considérablement votre visibilité pour les véhicules qui approchent par derrière. Certains systèmes d'éclairage de vélo rivalisent maintenant avec les phares de voiture en termes de puissance, permettant de vraiment rouler vite sur des routes ou des sentiers non éclairés. Les vêtements de cyclisme sont conçus pour améliorer le confort et les performances. Les maillots de cyclisme sont fabriqués dans des tissus qui évacuent l'humidité, gardant le cycliste au sec et confortable. Ils ont souvent des poches arrière pour transporter de la nourriture, des outils ou un téléphone. Les cuissards de cyclisme ont un rembourrage, appelé peau de chamois, qui protège contre les frottements et l'inconfort sur de longues sorties. Les vêtements cyclistes serrés réduisent également la résistance au vent, améliorant l'efficacité. Par temps froid, s'habiller correctement est crucial pour profiter du cyclisme. Le secret est de s'habiller en couches. Une couche de base évacuant l'humidité, une couche intermédiaire isolante. Et une couche externe coupe-vent et imperméable crée un système qui peut être ajusté en ajoutant ou en retirant des couches. Les extrémités, mains, pieds, oreilles, nécessitent une attention particulière car elles refroidissent rapidement. Des gants chauds, des couvre-chaussures et un bonnet sous le casque peuvent faire la différence entre une sortie misérable et une sortie agréable. Les casques de vélo sauvent des vies. Bien que les statistiques exactes et leur interprétation soient parfois débattues, il est clair qu'un casque offre une protection significative en cas de chute ou de collision. Les casques modernes sont légers, bien ventilés et confortables. La technologie MIPS, qui signifie Multidirectional Impact Protection System, ajoute une couche supplémentaire de protection contre les impacts rotationnels qui peuvent causer des lésions cérébrales. Beaucoup de cyclistes ne sortent jamais sans leur casque, le considérant aussi essentiel que le vélo lui-même. Les compteurs de vélo et les dispositifs GPS ont transformé la façon dont de nombreux cyclistes suivent leur sortie. Ces appareils peuvent enregistrer la distance, la vitesse, l'altitude, la fréquence cardiaque, la puissance et bien plus encore. Ils permettent aux cyclistes de suivre leur progrès au fil du temps, de découvrir de nouveaux itinéraires, et de partager leurs sorties avec des amis. Pour certains, ces données sont motivantes et ajoutent une dimension supplémentaire au plaisir du cyclisme. Pour d'autres, la simplicité de rouler sans suivre chaque métrique est préférable. Les capteurs de puissance mesurent exactement combien de watts d'énergie un cycliste produit. C'est l'outil d'entraînement le plus précis disponible pour les cyclistes sérieux. Alors que la fréquence cardiaque peut être affectée par le stress, la fatigue, la caféine et d'autres facteurs, la puissance est une mesure objective de l'effort. Les entraîneurs utilisent les données de puissance pour créer des programmes d'entraînement très précis, optimisant les gains de forme physique tout en évitant le surentraînement. L'histoire du vélo commence bien plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent. Les premières tentatives de créer une machine à propulsion humaine remontent au début du XIXe siècle. En 1817, le baron allemand Karl von Drais inventa ce qu'on appelait la draisienne, un engin sans pédale que l'on propulsait en poussant avec les pieds sur le sol. C'était un début modeste, mais c'était le premier pas vers la révolution de la mobilité personnelle. Imaginez ces premières routes poussiéreuses, les gens regardant avec étonnement ces inventeurs courageux glisser sur leurs machines en bois. Le développement du vélo a été un processus lent et graduel, chaque innovation apportant quelque chose de nouveau. Dans les années 1860, les pédales ont été ajoutées directement à la roue avant, créant ce qu'on appelait le vélocipède. Ces machines étaient souvent appelées chevaux de fer en français, un nom charmant qui évoque l'idée de remplacer les chevaux par ces nouvelles montures mécaniques. Les artisans fabriquaient chaque pièce à la main, avec un soin méticuleux, créant des œuvres d'art fonctionnelles qui étaient aussi belles qu'utiles.
Les bicycles à grande roue, connus sous le nom de grand bis ou penny farthing en anglais, représentent une période fascinante de l'histoire du cyclisme. Ces vélos avaient une roue avant énorme et une toute petite roue arrière. La raison était simple et ingénieuse, plus la roue était grande, plus on pouvait parcourir de distance avec chaque rotation des pédales. Les cyclistes étaient perchés très haut, parfois à plus de 2 mètres du sol. C'était élégant mais dangereux, et les chutes étaient fréquentes et spectaculaires. Pourtant, ces vélos représentaient le summum de la technologie et du style dans les années 1870 et 80. L'invention de la chaîne de transmission a tout changé. Soudain, il n'était plus nécessaire d'avoir une roue avant gigantesque. Les pédales pouvaient être connectées à la roue arrière par une chaîne, permettant différents rapports de vitesse. Cette innovation, apparue dans les années 1880, a rendu le vélo beaucoup plus sûr et accessible. Les vélos ont commencé à ressembler davantage à ceux que nous connaissons aujourd'hui, avec 2 roues de taille égale et un cadre en forme de losange. Les pneumatiques, ces chambres à air remplies d'air que nous tenons pour acquises aujourd'hui, ont été inventés par John Boyd Dunlop en 1888. Avant cela, les vélos avaient des roues en bois ou en métal avec des bandes de caoutchouc solide. Imaginez rouler sur des pavés avec de telles roues, chaque petite bosse se transmettait directement à travers le cadre jusqu'au cycliste. Les pneumatiques ont transformé l'expérience du cyclisme, la rendant douce et confortable. C'était comme passer d'un chariot en bois à une calèche rembourrée. Au tournant du XXe siècle, le vélo était devenu un phénomène mondial. Des millions de personnes à travers le monde pédalaient quotidiennement. Le vélo a offert une liberté sans précédent, particulièrement aux femmes. Pour la première fois, les femmes pouvaient voyager seules, sans chaperon, explorant leur ville et leur campagne avec une indépendance nouvelle. Cette liberté était révolutionnaire et a contribué de manière significative au mouvement pour les droits des femmes de cette époque. La bicyclette a également influencé la mode de manière inattendue. Les longues jupes victoriennes étaient totalement impratiques pour faire du vélo. Cela a conduit à l'adoption de vêtements plus pratiques et confortables pour les femmes, y compris des bloumets et finalement des pantalons. Le vélo a littéralement changé la façon dont les femmes s'habillaient, contribuant à une plus grande liberté vestimentaire et corporelle. Les courses cyclistes sont devenues populaires presque immédiatement après l'invention du vélo moderne. Le Tour de France, la plus célèbre de toutes les courses cyclistes, a été organisé pour la première fois en 1903. C'était une épreuve d'endurance extraordinaire, avec des étapes qui duraient parfois 15 heures ou plus. Les premiers cyclistes du Tour de France pédalaient sur des routes non pavées, transportant leurs propres outils et pièces de rechange, réparant leurs vélos eux-mêmes quand quelque chose se cassait. C'était une aventure épique, un test de volonté humaine et de résistance physique. Les vélos de course d'aujourd'hui sont des merveilles d'ingénierie. Fabriqués en fibre de carbone ultra légère, ils peuvent peser moins de 7 kg tout en étant incroyablement solides et rigides. Chaque composant est optimisé pour réduire le poids et améliorer les performances. Les roues sont conçues dans des souffleries pour minimiser la résistance au vent. Les systèmes de changement de vitesse sont d'une précision informatique, permettant des changements de vitesse instantanés et fluides. Ces machines représentent le summum de plus d'un siècle d'innovation cycliste. Mais tous les vélos ne sont pas destinés à la vitesse. Les vélos de ville, confortables et pratiques, sont conçus pour les trajets quotidiens. Avec leur garde-boue pour protéger contre les éclaboussures, leur porte-bagages pour transporter des courses ou un sac, et leur position de conduite droite pour une meilleure visibilité. Ces vélos sont les chevaux de trait du monde cycliste. Ils ne sont peut-être pas glamour, mais ils sont fiables, durables et parfaitement adaptés à leur fonction. Les vélos hollandais sont particulièrement charmants. Aux Pays-Bas, le vélo est roi. Les villes sont conçues autour des cyclistes, avec des pistes cyclables partout et des feux de circulation spéciaux pour les vélos. Les vélos hollandais traditionnels ont un cadre bas pour faciliter la montée et la descente, souvent avec un carter de chaîne complet pour protéger les vêtements. Beaucoup ont des sièges arrière pour transporter des passagers, et il n'est pas rare de voir des parents transporter plusieurs enfants sur un seul vélo. C'est une culture cycliste magnifique et inspirante. Amsterdam compte plus de vélos que d'habitants. Il y a environ 800 000 vélos pour une population d'environ 850 000 personnes. Les canaux d'Amsterdam contiennent également des milliers de vélos qui y ont été jetés ou qui y sont tombés accidentellement au fil des années. Périodiquement, la ville organise des opérations de dragage pour retirer ces vélos submergés, en récupérant parfois des milliers en une seule opération. C'est un rappel amusant de l'omniprésence du vélo dans la vie hollandaise. Copenhague, au Danemark, est une autre capitale mondiale du vélo.
plus de 60% des habitants de Copenhague se rendent au travail ou à l'école à vélo tous les jours, même pendant les mois d'hiver froids et sombres. La ville a investi massivement dans l'infrastructure cycliste, créant des autoroutes pour vélos, des ponts cyclables élégants, et des feux de circulation synchronisés pour les cyclistes. Le résultat est une ville plus propre, plus calme et plus saine, où le vélo est simplement la façon normale de se déplacer. Les vélos cargo connaissent une renaissance dans de nombreuses villes du monde. Ces vélos, conçus pour transporter de lourdes charges, existent depuis longtemps mais gagnent en popularité. Les modèles modernes peuvent transporter des centaines de kilogrammes de marchandises ou plusieurs enfants. Certains ont 2 roues, d'autres 3 pour plus de stabilité. Ils sont utilisés par des familles, des artisans, des commerçants et même des services de livraison. Dans certaines villes européennes, les vélos cargo remplacent progressivement les camionnettes pour les livraisons urbaines, réduisant la congestion et la pollution. Les vélos électriques, ou e-bike, ont transformé le cyclisme urbain ces dernières années. Avec un petit moteur électrique qui assiste le pédalage, ces vélos rendent le cyclisme accessible à beaucoup plus de personnes. Les collines deviennent faciles. Les longs trajets deviennent gérables. Les personnes âgées ou moins en forme peuvent soudainement profiter du cyclisme. Les e-bikes ne remplacent pas l'exercice traditionnel du vélo, mais ils élargissent considérablement les possibilités de qui peut faire du vélo et où ils peuvent aller. La technologie des batteries pour e-bikes s'améliore constamment. Les batteries modernes au lithium-ion peuvent fournir une assistance sur 50 à 100 km ou plus avec une seule charge, selon le niveau d'assistance utilisé et le terrain. Elles se rechargent en quelques heures sur une prise électrique normale. Le poids des batteries diminue également, rendant les e-bikes de plus en plus légers et maniables. Certains modèles haut de gamme sont maintenant si légers et si bien intégrés qu'il est difficile de les distinguer des vélos traditionnels à première vue. Les vélos de montagne représentent une autre évolution fascinante du vélo. Développés en Californie dans les années 1970 par des cyclistes aventureux qui modifiaient des vélos de plage pour descendre des sentiers de montagne. Les vélos de montagne sont maintenant une catégorie sophistiquée avec de nombreuses sous-catégories. Il y a des vélos pour le cross-country, l'enduro, la descente, le trail, et bien d'autres disciplines. Chacun est optimisé pour des conditions spécifiques et un style de conduite particulier. Les systèmes de suspension sur les vélos de montagne modernes sont extraordinairement sophistiqués. Utilisant des principes d'ingénierie empruntés aux motos et même aux voitures de course, ces suspensions peuvent absorber des chocs importants tout en maintenant la traction des roues au sol. Certains systèmes ont plusieurs modes ajustables, permettant aux cyclistes de modifier le comportement de la suspension à la volée pour s'adapter aux conditions changeantes du terrain. C'est de la haute technologie appliquée au plaisir et à l'aventure. Les pneus de vélo sont bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. La bande de roulement, le composé de caoutchouc, la construction de la carcasse, la pression d'air, tous ces facteurs affectent la performance. Les pneus de route sont lisses et étroits pour minimiser la résistance au roulement sur l'asphalte. Les pneus de montagne sont larges avec des crampons profonds pour la traction dans la boue et sur les roches. Entre les deux, il existe une gamme infinie de designs pour différentes conditions et préférences. Choisir les bons pneus peut transformer complètement la façon dont un vélo se comporte. La pression des pneus est un sujet sur lequel les cyclistes peuvent débattre pendant des heures. Trop de pression, et le vélo rebondit sur chaque petite imperfection, perdant de la traction et du confort. Pas assez de pression, et vous risquez des crevaisons par pincement et une résistance au roulement accrue. La pression idéale dépend du poids du cycliste, de la largeur des pneus, du terrain, et même de la température. Certains cyclistes ajustent méticuleusement leur pression avant chaque sortie, cherchant le point parfait pour les conditions du jour. Les crevaisons sont le fléau de tout cycliste, mais elles font partie de l'expérience. Apprendre à réparer une crevaison est une compétence essentielle. Le processus est presque méditatif une fois qu'on le maîtrise, retirer la roue, démonter le pneu, trouver le trou dans la chambre à air, poncer la zone autour du trou, appliquer la colle. Attendre qu'elle devienne collante, appliquer le patch, remonter le tout. C'est un rituel satisfaisant qui connecte le cycliste à sa machine d'une manière tactile et directe. Les vélos sans chambre à air, ou tubeless, éliminent la chambre à air traditionnelle. Au lieu de cela, le pneu est scellé directement sur la jante avec un liquide d'étanchéité à l'intérieur. Ce liquide peut sceller automatiquement les petites perforations, réduisant considérablement les crevaisons. Les systèmes tubeless permettent également de rouler avec des pressions plus basses sans risque de crevaison par pincement, améliorant le confort et la traction.
C'est une technologie qui était autrefois réservée aux professionnels mais qui est maintenant largement disponible. Le cadre d'un vélo est son squelette, sa structure fondamentale. Les cadres peuvent être fabriqués dans de nombreux matériaux différents. L'acier était le matériau traditionnel et est encore apprécié pour sa durabilité, son confort et sa réparabilité. L'aluminium est léger et rigide, offrant un excellent rapport performance-prix. La fibre de carbone est le matériau de choix pour la performance ultime, offrant le meilleur rapport résistance-poids. Le titane combine la résistance de l'acier avec un poids proche de l'aluminium, plus une résistance à la corrosion exceptionnelle, mais à un prix élevé. La géométrie du cadre affecte profondément la façon dont un vélo se comporte. L'angle du tube de direction détermine la nervosité de la direction. La longueur des bases arrière affecte la stabilité et l'agilité. La hauteur du boîtier de pédalier influence la maniabilité et le dégagement au sol. Les concepteurs de cadres passent d'innombrables heures à peaufiner ces dimensions, cherchant l'équilibre parfait pour l'usage prévu du vélo. C'est autant un art qu'une science. Les selles de vélo sont profondément personnelles. Ce qui est confortable pour une personne peut être torture pour une autre. La forme du bassin, la flexibilité, le style de conduite, la distance parcourue, tout cela affecte le choix de la selle. Les fabricants de selles ont développé des systèmes sophistiqués pour mesurer l'anatomie du cycliste et recommander des selles appropriées. Certaines selles ont des découpes centrales pour soulager la pression. D'autres ont un rembourrage en gel. Trouver la selle parfaite peut prendre du temps et de l'expérimentation, mais quand vous la trouvez, c'est comme trouver une paire de chaussures parfaites. Les pédales sont le point de contact crucial entre le cycliste et le vélo. Les pédales plates traditionnelles permettent de porter n'importe quelle chaussure et offrent la liberté de poser le pied facilement. Les pédales automatiques, qui se fixent à des chaussures de cyclisme spéciales, offrent une efficacité accrue en permettant de tirer vers le haut ainsi que de pousser vers le bas. Le moment où un cycliste utilise pour la première fois des pédales automatiques peut être nerveux, la peur de tomber parce qu'on ne peut pas détacher son pied assez vite est réelle. Mais avec la pratique, le mouvement de fixation et de libération devient instinctif. Les guidons viennent dans une variété étonnante de formes. Les guidons de route courbés vers le bas permettent plusieurs positions des mains et une posture aérodynamique. Les guidons plats des vélos de montagne offrent un contrôle précis. Les guidons papillons, populaires pour les randonnées longue distance, offrent de nombreuses positions pour le confort sur de longues heures. Les guidons de ville en forme de moustache offrent une position droite confortable pour voir la circulation. Chaque forme a été développée pour un usage spécifique, optimisant le confort et le contrôle pour différentes situations. Les freins ont évolué de manière spectaculaire au fil des décennies. Les premiers vélos n'avaient souvent aucun frein du tout, ou seulement un simple frein à tampon qui appuyait directement sur le pneu. Puis sont venus les freins sur jantes, qui pressaient des patins de caoutchouc contre les côtés de la jambe de la roue. Ces freins fonctionnaient bien par temps sec mais perdaient beaucoup d'efficacité sous la pluie. Les freins à disque, empruntés aux motos, sont maintenant la norme sur de nombreux vélos. Ils offrent une puissance de freinage constante dans toutes les conditions et permettent des dosages très précis. Les freins à disque hydrauliques représentent le summum de la technologie de freinage pour vélo. Utilisant du fluide hydraulique pour transmettre la force de la poignée de frein à l'étrier, ils offrent une modulation exceptionnelle et nécessitent très peu d'efforts au levier. Un seul doigt suffit généralement pour actionner ces freins puissants. Même sous la pluie battante, sur des descentes boueuses ou sur des routes mouillées, ils maintiennent leur performance. C'est une technologie qui a rendu le cyclisme plus sûr et plus accessible. Les vitesses, ou systèmes de transmission, permettent aux cyclistes d'adapter leur effort aux conditions changeantes. En montée, vous pouvez passer à un rapport plus facile, faisant tourner les pédales plus rapidement mais avec moins de résistance. En descente ou sur le plat, un rapport plus dur permet d'aller plus vite. Les premiers systèmes de vitesse étaient mécaniques, avec des câbles reliant les leviers aux dérailleurs. Maintenant, de nombreux vélos haut de gamme utilisent des systèmes électroniques, où les changements de vitesse sont contrôlés par de petits moteurs activés par des boutons. Les changements sont instantanés et d'une précision parfaite. Certains cyclistes choisissent la simplicité d'un vélo à vitesse unique. Sans dérailleurs, câbles ou multiples plateaux et pignons, ces vélos sont légers, fiables et nécessitent peu d'entretien. Dans les villes plates, ils sont parfaitement adéquats. Ils forcent également le cycliste à développer un rythme régulier et à apprendre à utiliser l'élan efficacement. Il y a une pureté dans la simplicité d'un vélo à vitesse unique qui plaît à de nombreux cyclistes simples ou complexes selon vos choix. Au minimum, un vélo a besoin d'une chaîne propre et lubrifiée, de pneus correctement gonflés,
et de freins qui fonctionnent. Mais pour ceux qui aiment bricoler, un vélo offre d'innombrables opportunités d'ajustement et d'amélioration. Apprendre à régler ses propres dérailleurs, à remplacer des câbles, à ajuster des roulements, ces compétences créent une connexion plus profonde avec votre vélo et une compréhension de son fonctionnement. Le nettoyage d'un vélo peut être une activité méditative. Avec de l'eau tiède, du savon doux, et des brosses de différentes tailles, vous pouvez redonner à votre vélo son éclat d'origine. Frotter la chaîne, nettoyer les cassettes, essuyer le cadre, c'est une façon de prendre soin de cet objet qui vous sert si bien. Beaucoup de cyclistes trouvent cette tâche satisfaisante, un moment de calme où ils peuvent inspecter leur vélo et anticiper la prochaine sortie. Les vélos de route de course sont conçus pour une chose, aller vite sur l'asphalte. Avec leur cadre rigide, leur roue fine et leur position de conduite agressive, ils sont optimisés pour l'efficacité aérodynamique et le transfert de puissance. Chaque watt d'énergie du cycliste est transmis à la route avec un minimum de perte. Pour ceux qui aiment la sensation de vitesse, de glisser sur l'asphalte lisse avec le vent dans les cheveux, rien ne se compare à un vélo de route bien réglé. Les vélos de gravel, ou vélos de gravier, sont une catégorie relativement nouvelle qui combine des éléments de vélo de route et de vélo de montagne. Ils ressemblent à des vélos de route mais avec des pneus plus larges et une géométrie plus détendue. Ils sont conçus pour être rapides sur la route mais capables de gérer des chemins non pavés, des sentiers forestiers, et des routes de gravier. Cette polyvalence les rend populaires pour les aventures d'une journée et les randonnées de plusieurs jours où les conditions de route peuvent varier considérablement. Les vélos de cyclocross sont conçus pour une discipline de course unique qui se déroule en automne et en hiver. Les courses de cyclocross se déroulent sur des parcours courts et techniques comportant des obstacles, des sections de course à pied où les cyclistes doivent porter leur vélo, et beaucoup de boue. Les vélos sont similaires aux vélos de route mais avec des pneus à crampons, des freins puissants et une géométrie qui facilite le portage du vélo sur l'épaule. C'est une discipline exigeante qui teste à la fois les compétences techniques et la condition physique. Les vélos de triathlon et de contre-la-montre sont les voitures de Formule 1 du monde du vélo. Chaque élément est conçu pour minimiser la résistance au vent. Les cadres ont des formes aérodynamiques avec des tubes profilés. Les roues sont souvent des disques pleins ou des roues à rayons très profonds. Le cycliste adopte une position extrêmement basse et allongée, reposant sur des prolongateurs de guidon. Dans cette position, le cycliste peut maintenir une vitesse élevée avec moins d'effort, car moins d'énergie est gaspillée à pousser l'air. Les vélos pliants sont des merveilles d'ingénierie compacte. Avec des charnières et des mécanismes de libération rapides, ces vélos peuvent se plier en un paquet compact en quelques secondes. Cela les rend parfaits pour les navetteurs qui doivent combiner le vélo avec les transports en commun ou qui manquent d'espace de rangement. Les modèles modernes comme le Brompton sont devenus des icônes du design, offrant une qualité de conduite étonnamment bonne malgré leurs petites roues et leur nature pliable. Les vélos couchés, ou requimbants, placent le cycliste dans une position allongée plutôt qu'assise. Cette position est plus aérodynamique et plus confortable pour de longues distances, réduisant la pression sur les mains, les poignets et le dos. Les vélos couchés détiennent en fait le record de vitesse terrestre pour les véhicules à propulsion humaine, atteignant des vitesses supérieures à 130 km/h dans des carénages aérodynamiques. Bien qu'ils ne soient pas aussi populaires que les vélos traditionnels, ils ont une base de fans dévoués qui apprécient leur confort et leur efficacité. Les tandems permettent à deux personnes de pédaler ensemble sur le même vélo. Le cycliste avant, appelé le capitaine, contrôle la direction et les freins, tandis que le cycliste arrière, appelé le stocker, fournit de la puissance de pédalage. Les tandems permettent à des cyclistes de capacités différentes de rouler ensemble à la même vitesse. Ils sont également populaires auprès des couples et sont utilisés pour permettre aux personnes malvoyantes de profiter du cyclisme. Il y a quelque chose de spécial dans la coordination requise pour pédaler en tandem, un travail d'équipe littéral et métaphorique. Les tricycles pour adultes offrent la stabilité de 3 roues, éliminant le besoin d'équilibre. Cela les rend idéaux pour les personnes âgées, celles qui ont des problèmes d'équilibre, ou toute personne qui se sent plus en sécurité avec 3 points de contact au sol. Certains tricycles ont 2 roues à l'avant, d'autres 2 à l'arrière. Beaucoup ont de grands paniers ou des coffres, ce qui les rend pratiques pour faire des courses ou transporter des marchandises. Dans de nombreuses régions d'Asie, les tricycles sont utilisés comme taxis ou pour livrer des marchandises. Les vélos de bambou représentent une approche écologique et créative de la construction de vélos. Le bambou est étonnamment solide et résistant, avec d'excellentes propriétés d'absorption des vibrations. Les cadres de bambou sont généralement fabriqués à la main,
avec des tiges de bambou soigneusement sélectionnées et jointes avec de la résine époxy et des fibres. Chaque vélo est unique, avec les variations naturelles du bambou créant des motifs et des couleurs différents. C'est un matériau renouvelable et durable qui produit des vélos à la fois beaux et fonctionnels. Les vélos en bois, moins courants mais tout aussi fascinants, poussent l'artisanat à un autre niveau. Les constructeurs de cadres en bois utilisent des techniques de menuiserie traditionnelles pour créer des cadres à partir de contreplaqués stratifiés ou de bois massif. Le bois offre une qualité de conduite unique, avec une absorption naturelle des vibrations qui crée un trajet doux et confortable. Ces vélos sont souvent des pièces d'art autant que des moyens de transport, avec la beauté du grain du bois visible à travers le vernis transparent. Le cyclisme comme moyen de transport est l'une des façons les plus efficaces de se déplacer jamais inventées. En termes d'énergie dépensée par kilomètre parcouru, le vélo est plus efficace que la marche, la course, la voiture, ou pratiquement tout autre mode de transport. Un cycliste peut parcourir environ 100 km avec l'énergie contenue dans un litre d'essence, si cette énergie était convertie en énergie musculaire humaine. C'est une efficacité remarquable qui fait du vélo une solution élégante aux défis du transport urbain. Les bienfaits pour la santé du cyclisme régulier sont nombreux et bien documentés. Le cyclisme est un excellent exercice cardiovasculaire qui renforce le cœur et les poumons. Il tonifie les muscles, en particulier dans les jambes et le bas du corps, sans impact dur sur les articulations comme la course à pied. Le cyclisme régulier peut réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et de certains cancers. Il améliore la santé mentale, réduisant le stress, l'anxiété et la dépression. Simplement 20 à 30 minutes de cyclisme par jour peuvent avoir des effets profonds sur la santé globale. Le cyclisme est également bénéfique pour l'environnement. Un vélo ne produit aucune émission, ne nécessite pas d'essence, et occupe beaucoup moins d'espace qu'une voiture. Si seulement 10% des trajets courts en voiture étaient remplacés par des trajets à vélo, cela réduirait considérablement les émissions de carbone et la pollution de l'air dans les villes. Les villes qui investissent dans l'infrastructure cycliste constatent souvent une amélioration de la qualité de l'air et une réduction de la congestion routière. Le cyclotourisme est une façon merveilleuse d'explorer le monde. Voyager à vélo vous permet de voir les paysages à un rythme parfait, plus rapide que la marche, mais assez lent pour vraiment absorber votre environnement. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, prendre des routes secondaires que vous ne prendriez jamais en voiture, et rencontrer des gens dans les petites villes et villages. Le cyclotourisme peut être aussi confortable ou spartiate que vous le souhaitez. Certains voyageurs à vélo restent dans des hôtels et des restaurants, tandis que d'autres campent et cuisinent leurs propres repas. Les sacoches, ces sacs qui se fixent sur un porte-bagages, sont essentiels pour le cyclotourisme. Elles vous permettent de transporter tout ce dont vous avez besoin sans avoir à porter un sac à dos, ce qui serait inconfortable sur de longues distances. Les sacoches modernes sont imperméables, durables et conçues pour rester stables même sur des routes caouteuses. Avec une paire de sacoches arrière et peut-être une paire avant, un cyclotouriste peut transporter des vêtements, du matériel de camping, de la nourriture, des outils et tout le nécessaire pour des semaines ou des mois sur la route. La bikepacking est une variante plus minimaliste du cyclotourisme. Au lieu de sacoches sur des porte-bagages, les bikepackers utilisent des sacs qui se fixent directement au cadre du vélo, au guidon et sous la selle. Cette approche permet d'utiliser des vélos qui ne peuvent pas accueillir de porte-bagages, comme les vélos de montagne ou de gravel. Le bikepacking encourage un mode de voyage léger, emportant seulement l'essentiel. C'est populaire pour les aventures hors route où les sentiers sont trop techniques pour des vélos lourdement chargés avec des sacoches traditionnelles. Les lumières de vélo sont essentielles pour rouler la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Les lumières LED modernes sont incroyablement puissantes et efficaces. Une petite lumière avant peut produire des centaines de lumens, suffisamment pour éclairer la route devant vous et pour être vue de loin. Les feux arrière clignotants augmentent considérablement votre visibilité pour les véhicules qui approchent par derrière. Certains systèmes d'éclairage de vélo rivalisent maintenant avec les phares de voiture en termes de puissance, permettant de vraiment rouler vite sur des routes ou des sentiers non éclairés. Les vêtements de cyclisme sont conçus pour améliorer le confort et les performances. Les maillots de cyclisme sont fabriqués dans des tissus qui évacuent l'humidité, gardant le cycliste au sec et confortable. Ils ont souvent des poches arrière pour transporter de la nourriture, des outils ou un téléphone. Les cuissards de cyclisme ont un rembourrage, appelé peau de chamois, qui protège contre les frottements et l'inconfort sur de longues sorties. Les vêtements cyclistes serrés réduisent également la résistance au vent, améliorant l'efficacité. Par temps froid,
s'habiller correctement est crucial pour profiter du cyclisme. Le secret est de s'habiller en couches. Une couche de base évacuant l'humidité, une couche intermédiaire isolante. Et une couche externe coupe-vent et imperméable crée un système qui peut être ajusté en ajoutant ou en retirant des couches. Les extrémités, mains, pieds, oreilles, nécessitent une attention particulière car elles refroidissent rapidement. Des gants chauds, des couvre-chaussures et un bonnet sous le casque peuvent faire la différence entre une sortie misérable et une sortie agréable. Les casques de vélo sauvent des vies. Bien que les statistiques exactes et leur interprétation soient parfois débattues, il est clair qu'un casque offre une protection significative en cas de chute ou de collision. Les casques modernes sont légers, bien ventilés et confortables. La technologie MIPS, qui signifie Multidirectional Impact Protection System, ajoute une couche supplémentaire de protection contre les impacts rotationnels qui peuvent causer des lésions cérébrales. Beaucoup de cyclistes ne sortent jamais sans leur casque, le considérant aussi essentiel que le vélo lui-même. Les compteurs de vélo et les dispositifs GPS ont transformé la façon dont de nombreux cyclistes suivent leur sortie. Ces appareils peuvent enregistrer la distance, la vitesse, l'altitude, la fréquence cardiaque, la puissance et bien plus encore. Ils permettent aux cyclistes de suivre leur progrès au fil du temps, de découvrir de nouveaux itinéraires, et de partager leurs sorties avec des amis. Pour certains, ces données sont motivantes et ajoutent une dimension supplémentaire au plaisir du cyclisme. Pour d'autres, la simplicité de rouler sans suivre chaque métrique est préférable. Les capteurs de puissance mesurent exactement combien de watts d'énergie un cycliste produit. C'est l'outil d'entraînement le plus précis disponible pour les cyclistes sérieux. Alors que la fréquence cardiaque peut être affectée par le stress, la fatigue, la caféine et d'autres facteurs, la puissance est une mesure objective de l'effort. Les entraîneurs utilisent les données de puissance pour créer des programmes d'entraînement très précis, optimisant les gains de forme physique tout en évitant le surentraînement. Les home trainers permettent de faire du vélo à l'intérieur. Cela peut sembler moins agréable que de rouler dehors, mais par mauvais temps ou quand le temps est limité, les home trainers sont inestimables. Les home trainers modernes peuvent simuler des côtes, contrôler automatiquement la résistance. Et même permettre de rouler virtuellement avec d'autres cyclistes du monde entier via des plateformes comme Zwift. Ce qui était autrefois une activité ennuyeuse est devenu interactif et engageant, avec des courses virtuelles, des entraînements structurés et des mondes virtuels à explorer. Les groupes de cyclistes créent une communauté et de la camaraderie. Rouler avec d'autres peut être plus motivant que de rouler seul. Les groupes peuvent se protéger mutuellement du vent, permettant à tout le monde d'aller plus vite avec moins d'efforts. Les cyclistes plus expérimentés peuvent partager des conseils et des techniques avec les débutants. Les sorties de groupe régulières créent des amitiés et un sentiment d'appartenance. Dans de nombreuses villes, il existe des groupes de cyclistes pour tous les niveaux et intérêts, des sorties matinales rapides aux balades sociales du dimanche après-midi. Rouler en peloton, comme le font les coureurs professionnels, est une compétence qui nécessite de la pratique. Il faut faire confiance aux cyclistes autour de vous, maintenir une ligne droite, et communiquer les dangers sur la route. Lorsque c'est bien fait, rouler en peloton est fluide et efficace, avec les cyclistes se relayant en tête pour partager l'effort de fendre le vent. Il y a une beauté dans le mouvement synchronisé d'un peloton, un ballet de machines et d'humains travaillant ensemble. Les courses cyclistes amateurs sont populaires dans le monde entier. Des courses sur route au critérium en passant par les courses de montagne et les courses sur piste, il existe des compétitions pour tous les niveaux de capacité. Participer à une course peut être nerveux mais excitant. L'adrénaline du départ, la tactique de savoir quand attaquer ou se reposer, le sprint final, c'est une expérience intense qui teste à la fois le corps et l'esprit. Même si vous ne gagnez pas, simplement terminer une course est une réussite à célébrer. Les vélodromes sont des pistes ovales inclinées spécialement conçues pour les courses cyclistes sur piste. Les courbes sont fortement inclinées, permettant aux cyclistes de maintenir des vitesses élevées sans ralentir. Les courses sur piste sont rapides, tactiques et spectaculaires. Il existe de nombreuses disciplines différentes, du sprint court et explosif à la poursuite d'endurance, en passant par les courses aux points complexes et les courses d'élimination. Les vélos de piste n'ont pas de frein ni de roue libre, les pédales tournent toujours quand le vélo avance, tout comme un vélo fixie de rumées optimisé pour la vitesse pure. Le BMX, qui signifie bicycle motocross, a commencé dans les années 1970 quand des enfants en Californie ont commencé à imiter les coureurs de motocross sur leur vélo. Les pistes de BMX ont des virages relevés, des sauts et des sections techniques. Les vélos BMX sont petits, robustes et maniables.
Le BMX de course est maintenant un sport olympique, avec des athlètes atteignant des vitesses surprenantes sur ces petits vélos. Il existe également le BMX freestyle, où les riders effectuent des figures et des cascades dans des skateparks, dans la rue ou sur du plat. Les vélos de trial sont conçus pour une discipline unique où les cyclistes naviguent à travers des obstacles sans poser le pied au sol. Les riders de trial peuvent sauter sur des rochers, franchir des murs, et équilibrer sur des surfaces étroites avec une précision et un contrôle incroyables. Ces vélos ont généralement une géométrie unique avec un centre de gravité bas, des pneus à très basse pression pour la traction. Et souvent pas de selle car le ridé est toujours debout sur les pédales. C'est une discipline qui repousse les limites de ce qui est possible sur un vélo. Les vélos de descente sont construits pour dévaler des montagnes aussi vite que possible. Avec des suspensions offrant jusqu'à 250 mm de débattement, des cadres extrêmement robustes, et des composants conçus pour résister à des abus constants. Ces vélos ressemblent plus à des motos qu'à des vélos traditionnels. Les courses de descente se déroulent sur des pistes escarpées remplies de sauts, de virages serrés, et de sections rocheuses techniques. Les riders portent des armures complètes et des casques intégraux, et atteignent des vitesses qui donnent le vertige. Le fat bike, avec ses pneus énormes de 4 à 5 pouces de large, peut rouler sur des surfaces où d'autres vélos s'enliseraient. Sable, neige, boue profonde, les fat bikes flottent sur ces surfaces grâce à leur grande surface de contact au sol. Ils ont ouvert de nouvelles possibilités pour le cyclisme hivernal et le cyclisme sur plage. Bien qu'ils soient plus lents et nécessitent plus d'efforts pour pédaler en raison de la résistance au roulement accru. L'accès qu'ils offrent à des terrains autrement inaccessibles en fait des outils précieux pour l'aventure. La culture du vélo varie considérablement d'un endroit à l'autre. Dans certains pays comme les Pays-Bas et le Danemark, le vélo est si intégré dans la vie quotidienne qu'il est pratiquement invisible, c'est simplement la façon normale de se déplacer. Dans d'autres endroits, le vélo est plus un sport ou un loisir qu'un moyen de transport. Certaines villes ont des cultures cyclistes dynamiques avec des événements réguliers, des groupes sociaux et un fort sentiment de communauté parmi les cyclistes. Critical Mass est un événement cycliste qui se déroule dans de nombreuses villes du monde entier, généralement le dernier vendredi de chaque mois. Les cyclistes se rassemblent en grand nombre et roulent ensemble à travers la ville, célébrant le cyclisme et attirant l'attention sur les droits des cyclistes. Ces événements peuvent compter des dizaines, des centaines, voire des milliers de participants. L'atmosphère est généralement festive et pacifique, bien que le fait de bloquer temporairement la circulation puisse parfois créer des tensions. Les messagers à vélo, ou coursiers, sont les ninjas urbains du monde du vélo. Naviguant dans la circulation dense avec agilité et rapidité, ils livrent des documents et des petits colis à travers les villes. Avant l'email et la livraison électronique, les messagers à vélo étaient essentiels pour les affaires urgentes. Bien que leur rôle ait diminué à l'ère numérique, ils existent toujours dans de nombreuses villes, et une culture distincte s'est développée autour d'eux, avec leur propre style vestimentaire, leur jargon et même leur propre compétition. Les Alecaras sont des courses informelles organisées par et pour les messagers à vélo et d'autres cyclistes urbains. Les participants reçoivent une liste de points de contrôle à travers la ville et doivent les atteindre dans n'importe quel ordre, en utilisant n'importe quel itinéraire qu'ils choisissent. C'est une course contre la montre et contre les autres participants, nécessitant une connaissance de la ville, des compétences de navigation. Et beaucoup de courage pour naviguer dans la circulation à grande vitesse. Ces courses sont généralement non sanctionnées et souvent controversées, mais elles sont profondément ancrées dans la culture cycliste urbaine. Les vélos de police sont utilisés par les forces de l'ordre dans de nombreuses villes du monde entier. Les policiers à vélo peuvent naviguer dans des zones inaccessibles aux voitures de patrouille, comme les parcs, les sentiers et les zones piétonnes. Ils sont plus approchables que les policiers en voiture, permettant plus d'interaction avec la communauté. Les vélos de police sont généralement des vélos de montagne robustes équipés de lumières, de sirènes et de supports pour transporter de l'équipement. Les policiers cyclistes suivent souvent une formation spécialisée en conduite de vélo et en technique de patrouille. Les vélos en libre-service ont transformé les transports urbains dans de nombreuses villes. Ces systèmes permettent aux gens de louer un vélo à une station et de le retourner à une autre. Les programmes de vélo en libre-service éliminent beaucoup des obstacles au cyclisme urbain, pas besoin de posséder un vélo, de le stocker, ou de s'inquiéter du vol. Des villes comme Paris avec son Vélib', Londres avec ses Santander Cycle, et New York avec City Bike ont toutes mis en place des systèmes réussis qui sont utilisés par des millions de personnes chaque année. Les vélos électriques en libre-service représentent la prochaine génération de ces programmes. Avec l'assistance électrique,
ces vélos rendent le cyclisme accessible à encore plus de personnes et rendent les longs trajets ou les collines beaucoup plus gérables. Certaines villes ont également introduit des scooters électriques en libre service, qui complètent les vélos pour des trajets très courts. Ces nouvelles options de mobilité changent la façon dont les gens pensent au transport urbain. La sécurité des antivols est une préoccupation majeure pour tout cycliste urbain. Les vélos sont des cibles attrayantes pour les voleurs en raison de leur valeur et de leur portabilité. Un bon antivol en U est généralement considéré comme le minimum pour sécuriser un vélo de valeur. Les antivols de chaîne lourd offrent plus de flexibilité pour attacher le vélo à des objets volumineux. Certains cyclistes utilisent plusieurs antivols de types différents, car cela nécessite que le voleur ait plusieurs outils. L'enregistrement du numéro de série du vélo et la prise de photos peuvent aider à récupérer un vélo volé. Les cadres en titane sont le choix de nombreux cyclistes qui veulent le meilleur de plusieurs mondes. Le titane combine une excellente résistance avec un poids modéré, une résistance exceptionnelle à la corrosion, et une qualité de conduite souvent décrite comme vibrante. Les cadres en titane peuvent durer toute une vie avec un entretien minimal. Ils sont également beaux, avec leur finition métallique brossée naturelle. Le principal inconvénient est le coût, le titane est cher à l'achat et difficile à travailler, ce qui rend les cadres en titane parmi les plus chers disponibles. Les cadres personnalisés, construits sur mesure pour un cycliste individuel, représentent le summum du cyclisme artisanal. Un constructeur de cadres personnalisés prendra des mesures détaillées du cycliste, discutera de l'usage prévu du vélo, et créera ensuite un cadre qui correspond exactement aux besoins et aux dimensions du client. Ce processus peut prendre des mois et coûter plusieurs milliers d'euros, mais le résultat est un vélo qui s'adapte parfaitement et est optimisé pour son propriétaire. C'est un investissement dans l'artisanat et dans une connexion personnelle avec son vélo. La peinture et la finition d'un cadre de vélo peuvent être un art en soi. Certains propriétaires choisissent des peintures personnalisées avec des couleurs uniques, des dégradés, des motifs complexes ou même des illustrations. La peinture peut transformer un cadre ordinaire en une œuvre d'art personnelle. Les techniques modernes de peinture, comme la peinture hydrographique, permettent des motifs et des textures auparavant impossibles. Un cadre magnifiquement peint peut être une source de fierté et de joie chaque fois que le propriétaire le regarde. Les vélos vintage ont une base de fans dévoués. Certains collectionnent et restaurent des vélos classiques de décennies passées, ramenant ces machines à leur gloire d'origine. D'autres préfèrent rouler sur des vélos vintage, appréciant le style et la simplicité de design plus anciens. Les vélos de course en acier des années 1970 et 80 sont particulièrement populaires, avec leurs couleurs vives et leur fabrication artisanale. Bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi légers ou technologiquement avancés que les vélos modernes, ils ont un charme et un caractère que beaucoup trouvent irrésistibles. L'histoire sociale du vélo est riche et fascinante. Le vélo a joué un rôle dans les mouvements pour les droits des femmes, offrant la mobilité et l'indépendance. Il a été utilisé par les militaires pour la reconnaissance et la communication. Les facteurs ont utilisé des vélos pour livrer le courrier. Les médecins en zone rurale ont utilisé des vélos pour visiter les patients. Dans les pays en développement, les vélos restent un outil crucial pour accéder à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi. World Bicycle Relief est une organisation qui fournit des vélos robustes spécialement conçus aux étudiants, aux travailleurs de la santé et aux entrepreneurs dans les pays en développement. Ces vélos, appelés Buffalo Bike, sont construits pour résister aux routes difficiles et nécessiter peu d'entretien. Pour de nombreux bénéficiaires, ces vélos changent la vie, réduisant le temps de trajet vers l'école ou le travail de plusieurs heures à quelques minutes. C'est un exemple puissant de la façon dont une technologie simple peut avoir un impact profond. Les innovations continues dans la technologie du vélo montrent que même après plus de 150 ans, il y a encore de la place pour l'amélioration. Les chercheurs explorent de nouveaux matériaux, de nouveaux designs de cadres, de nouvelles transmissions sans chaîne, et plus encore. Certaines de ces innovations se retrouveront dans les vélos grand public, tandis que d'autres resteront des curiosités. Mais l'expérimentation et l'innovation continuent, poussées par la passion des cyclistes et des ingénieurs pour rendre les vélos meilleurs. Le concept de véloroute ou greenway, des chemins dédiés séparés de la circulation automobile, gagne du terrain dans de nombreuses régions. Ces chemins permettent aux familles, aux enfants et aux cyclistes moins confiants de profiter du cyclisme dans un environnement sûr et agréable. Certaines villes construisent des réseaux complets de véloroutes qui permettent de traverser toute la ville sans jamais partager la route avec des voitures. Ces infrastructures nécessitent des investissements significatifs mais ont des rendements élevés en termes de santé publique, de réduction de la congestion et de qualité de vie. Le mouvement des villes sans voiture gagne également de l'attention.
Certaines villes interdisent les voitures dans leurs centres historiques, créant des espaces où les piétons et les cyclistes peuvent se déplacer librement sans la menace et le bruit de la circulation automobile. Ces zones piétonnes deviennent souvent des centres sociaux vibrants, avec plus de commerces, de restaurants et d'activités communautaires. Le vélo joue un rôle crucial dans ces espaces, offrant une mobilité rapide sans les inconvénients des voitures. La relation entre cyclistes et automobilistes peut parfois être tendue. Les cyclistes se plaignent de conducteurs qui ne respectent pas leur espace sur la route, qui dépassent trop près ou qui ouvrent leurs portières sans regarder. Les automobilistes se plaignent de cyclistes qui ne respectent pas les feux rouges ou qui roulent de manière imprévisible. La réalité est que cyclistes et automobilistes doivent partager les routes dans la plupart des endroits, et cela nécessite du respect et de la compréhension mutuelle. Les campagnes d'éducation qui encouragent l'empathie et la sensibilisation peuvent aider à améliorer ces relations. Les technologies de visibilité aident à rendre les cyclistes plus visibles pour les automobilistes. Des vêtements réfléchissants aux lumières clignotantes brillantes en passant par les lasers qui projettent une image de vélo sur la route derrière le cycliste, il existe de nombreuses options. Certaines villes ont même installé des feux de circulation spéciaux pour les vélos qui donnent aux cyclistes une avance sur les voitures, améliorant la sécurité aux intersections. Ces technologies et infrastructures reconnaissent que la visibilité est cruciale pour la sécurité des cyclistes. Les vélos cargo électriques remplacent les voitures pour de nombreuses familles urbaines. Capables de transporter plusieurs enfants ou des centaines de kilogrammes de marchandises, avec l'assistance électrique rendant les charges lourdes gérables. Ces vélos offrent une alternative pratique à la voiture pour de nombreux trajets urbains. Des villes comme Copenhague et Amsterdam ont des milliers de vélos cargo dans les rues tous les jours. C'est une tendance qui se développe également dans d'autres villes à mesure que les gens réalisent les avantages économiques et environnementaux. L'économie du vélo est substantielle et croissante. L'industrie mondiale du vélo vaut des dizaines de milliards d'euros, englobant la fabrication, la vente au détail, le tourisme cycliste, les événements, et plus encore. Le cyclisme crée également de la valeur économique indirecte en réduisant les coûts de santé, en diminuant la congestion routière, et en attirant du tourisme vers les villes cyclables. Les études montrent que les cyclistes dépensent souvent plus dans les commerces locaux que les automobilistes, car ils sont plus susceptibles de s'arrêter fréquemment et de faire des achats impulsifs. L'avenir du vélo semble prometteur. Avec une préoccupation croissante pour le changement climatique et la santé publique, de plus en plus de villes investissent dans l'infrastructure cycliste. Les vélos électriques rendent le cyclisme accessible à plus de personnes. Les nouvelles technologies comme les matériaux avancés, l'électronique intelligente et même l'intelligence artificielle trouvent leur chemin dans les vélos. Dans le même temps, la beauté fondamentale du vélo, sa simplicité, son efficacité et la joie de l'autopropulsion, restent inchangées. Les systèmes de partage de vélos sans station représentent une évolution des programmes de vélos en libre-service traditionnels. Au lieu de devoir retourner le vélo à une station d'accueil spécifique, les utilisateurs peuvent simplement verrouiller le vélo n'importe où dans une zone désignée. Ces systèmes utilisent des applications mobiles pour localiser et déverrouiller les vélos, rendant le processus encore plus pratique. Cependant, ils ont également créé des défis avec des vélos abandonnés de manière inappropriée, ce qui a conduit certaines villes à réguler plus strictement ces services. La biomécanique du cyclisme est un domaine d'étude fascinant qui examine comment le corps humain interagit avec le vélo. Les chercheurs étudient des aspects comme l'angle optimal du genou, la position du pied sur la pédale, la hauteur de la selle, et l'extension du bras vers le guidon. Ces études ont conduit à des améliorations dans la conception des vélos et des ajustements personnalisés qui peuvent améliorer les performances et réduire le risque de blessure. Un ajustement professionnel du vélo, basé sur ces principes biomécaniques, peut faire une énorme différence dans le confort et l'efficacité. Les blessures liées au cyclisme sont généralement mineures et évitables avec les bonnes précautions. Les douleurs aux genoux sont courantes et souvent causées par une mauvaise position de la selle ou une surutilisation. Les douleurs au cou et au dos peuvent résulter d'une position trop étirée ou trop basse. Les engourdissements dans les mains sont souvent dus à trop de poids sur les mains ou à des poignets mal rembourrés. La plupart de ces problèmes peuvent être résolus par des ajustements simples du vélo ou de la technique de conduite. L'échauffement avant les sorties intenses et l'étirement après peuvent également aider à prévenir les blessures. La nutrition pour le cyclisme est importante, surtout pour les sorties plus longues. Le corps a besoin de carburant pour fonctionner efficacement. Pour les sorties de moins d'une heure, l'eau seule suffit généralement. Pour les sorties plus longues, les cyclistes doivent consommer des glucides, des barres énergétiques, des gels, des fruits, ou même des sandwichs. L'hydratation est cruciale, surtout par temps chaud.
Les cyclistes expérimentés apprennent à manger et à boire régulièrement pendant les longues sorties, avant d'avoir faim ou soif, pour maintenir leur niveau d'énergie constant. Les boissons énergétiques pour cyclistes contiennent généralement des électrolytes comme le sodium et le potassium qui sont perdus dans la sueur. Ces minéraux sont importants pour la fonction musculaire et nerveuse. Pour les sorties très longues ou intenses, une boisson énergétique peut être plus bénéfique que l'eau seule. Cependant, pour les sorties courtes et modérées, l'eau ordinaire est parfaitement adéquate. La clé est de rester hydraté et de remplacer les fluides perdus par la transpiration. La récupération après le cyclisme est tout aussi importante que l'entraînement lui-même. C'est pendant la récupération que le corps se répare et devient plus fort. Après une sortie difficile, les cyclistes devraient manger dans les 30 minutes. En privilégiant un mélange de protéines et de glucides pour aider à la réparation musculaire et au remplacement du glycogène. L'étirement doux, le roulement en mousse, et même le massage peuvent aider à réduire les douleurs musculaires. Un sommeil adéquat est également crucial pour la récupération. Les zones d'entraînement cardiaque aident les cyclistes à structurer leurs entraînements pour des objectifs spécifiques. La zone 1 est très facile, utilisée pour la récupération et l'échauffement. La zone 2 est l'intensité d'endurance de base, où les cyclistes passent beaucoup de temps pour construire leur base aérobie. La zone 3 est tempo, un effort modérément dur. Les zones 4 et 5 sont des efforts de haute intensité utilisés pour améliorer la puissance et la vitesse. Un programme d'entraînement équilibré inclut du temps dans différentes zones. L'entraînement par intervalle est une méthode efficace pour améliorer la forme physique cycliste. Cela implique d'alterner entre des périodes d'effort intense et des périodes de récupération. Par exemple, un cycliste pourrait pédaler très fort pendant 3 minutes, puis récupérer doucement pendant 2 minutes, et répéter ce cycle plusieurs fois. Ces séances d'intervalle sont épuisantes mais très efficaces pour améliorer la capacité cardiovasculaire et la puissance. Même 1 ou 2 séances d'intervalle par semaine peuvent conduire à des améliorations significatives. La périodisation est un concept d'entraînement où le cycliste divise l'année en phases différentes, chacune avec un objectif spécifique. Une phase de base se concentre sur la construction de l'endurance avec de longs trajets à faible intensité. Une phase de construction ajoute plus d'intensité et de spécificité. Une phase de pointe affine la forme pour un événement spécifique. Une phase de récupération permet au corps de se reposer et de se régénérer. Cette approche structurée aide à prévenir le surentraînement et permet au cycliste d'atteindre sa meilleure forme au bon moment. Le surentraînement est un risque réel pour les cyclistes enthousiastes. Les symptômes incluent la fatigue persistante, la baisse des performances, l'irritabilité, les troubles du sommeil, et une fréquence cardiaque au repos élevée. Le surentraînement se produit lorsque le volume ou l'intensité de l'entraînement dépasse la capacité du corps à récupérer. La prévention implique d'écouter son corps, de prendre des jours de repos réguliers, de varier l'intensité de l'entraînement, et de dormir suffisamment. Si le surentraînement se produit, la seule solution est le repos. Les sorties en groupe peuvent être intimidantes pour les débutants, mais elles sont aussi l'une des meilleures façons d'améliorer ses compétences et sa forme physique. Rouler derrière d'autres cyclistes dans le sillage réduit l'effort requis d'environ 30%. Cela permet aux cyclistes moins expérimentés de rouler à des vitesses qu'ils ne pourraient pas maintenir seuls. C'est aussi une excellente façon d'apprendre des techniques, de découvrir de nouveaux itinéraires, et de se faire des amis cyclistes. L'étiquette du cyclisme en groupe inclut plusieurs règles non écrites. Signalez les dangers sur la route avec des gestes de la main et des appels verbaux. Maintenez une ligne de conduite prévisible et évitez les mouvements brusques. Relayez-vous en tête si vous en êtes capable, partageant l'effort de briser le vent. Ne freinez pas brusquement dans le groupe. Si vous devez ralentir, faites-le progressivement. Communiquez vos intentions. Ces pratiques rendent les sorties en groupe plus sûres et plus agréables pour tous. Les descentes à vélo peuvent être enivrantes ou terrifiantes, selon votre niveau de compétence et de confort. La clé d'une descente rapide et sûre est la confiance et la technique appropriée. Déplacez votre poids vers l'arrière du vélo pour maintenir la traction sur la roue arrière. Gardez vos bras et vos jambes légèrement pliés pour absorber les bosses. Regardez loin devant, pas directement devant votre roue avant. Freinez avant les virages, pas dans les virages. Avec la pratique, descendre devient l'une des parties les plus amusantes du cyclisme. Les montées sont le grand égalisateur dans le cyclisme. Contrairement aux descentes où la technique joue un grand rôle, les montées sont principalement une question de puissance et d'endurance. Les cyclistes plus lourds sont désavantagés car ils doivent soulever plus de poids contre la gravité.
Les cyclistes plus légers excellent souvent dans les montées. La technique compte toujours, trouver un rythme soutenable, changer de vitesse de manière appropriée, rester détendu, mais en fin de compte. Les montées testent votre condition physique de manière directe et honnête. Le cyclisme en montagne offre des défis et des récompenses uniques. L'école de montagne célèbre comme l'Alpe d'Huez en France, le Stelvio en Italie, ou le Mauna Kea à Hawaï attire des cyclistes du monde entier. Ces montées peuvent prendre des heures, avec des pentes constantes et des vues spectaculaires. Atteindre le sommet après un tel effort est incroyablement gratifiant. Beaucoup de cyclistes ont des listes de cols qu'ils veulent conquérir, transformant ces montées en pèlerinage cycliste. Le cyclisme en hiver présente ses propres défis mais peut être très gratifiant. Le froid nécessite des vêtements appropriés en couche. La neige et la glace sur les routes nécessitent une conduite plus prudente et des pneus à crampons peuvent aider avec la traction. Les jours sont plus courts, donc les lumières sont essentielles. Mais rouler en hiver a ses avantages, moins de circulation, des paysages enneigés paisibles, et la satisfaction de rouler quand la plupart des autres cyclistes sont à l'intérieur. Les cyclistes dédiés roulent toute l'année, adaptant simplement leur approche aux conditions. Le cyclisme sous la pluie n'est pas aussi mauvais que beaucoup de gens le pensent. Avec les bons vêtements, une veste imperméable respirante, des couvre-chaussures, et peut-être des gants imperméables, vous pouvez rester relativement confortable. Les principales préoccupations sont la visibilité réduite et les surfaces glissantes. Portez des vêtements brillants ou réfléchissants et utilisez des lumières même pendant la journée. Freinez plus tôt et plus doucement que d'habitude. Évitez les marquages de peinture sur la route et les plaques d'égout qui deviennent très glissants quand ils sont mouillés. Beaucoup de cyclistes apprennent à apprécier les sorties sous la pluie pour leur atmosphère unique et méditative. Les chiens peuvent être une préoccupation pour les cyclistes, surtout dans les zones rurales. La plupart des chiens qui poursuivent les vélos ne sont pas vraiment agressifs, ils suivent simplement leur instinct de poursuite. La meilleure stratégie est généralement de sprinter pour dépasser le territoire du chien. Si cela n'est pas possible, s'arrêter et mettre le vélo entre vous et le chien peut aider. Crier fermement un nom va-t'en fonctionne parfois. Les répulsifs pour chiens en spray sont une option pour les zones où les chiens sont un problème fréquent. Dans la plupart des cas, les rencontres avec des chiens se terminent sans incident. La navigation pendant le cyclisme était autrefois une compétence nécessitant des cartes papier et un bon sens de l'orientation. Maintenant, les dispositifs GPS et les applications de smartphone ont simplifié la navigation. Vous pouvez planifier un itinéraire à l'avance et suivre les instructions tour par tour pendant que vous roulez. Certaines applications offrent même des itinéraires spécialement conçus pour les cyclistes, privilégiant les routes plus calmes et évitant les routes très fréquentées. Cependant, il est toujours sage d'avoir une idée générale de où vous allez au cas où la technologie échouerait. Les applications de cyclisme comme Strava, RideWiz GPS, et Komoot ont créé des communautés en ligne de cyclistes. Vous pouvez partager vos sorties, voir ce que font vos amis, participer à des défis, et même comparer vos temps sur des segments spécifiques avec d'autres cyclistes. Ces applications ajoutent un élément social et compétitif au cyclisme qui motive beaucoup de gens. Cependant, elles peuvent aussi créer une pression pour performer ou pour rouler quand vous n'en avez pas vraiment envie. Comme toute technologie, elles sont des outils qui peuvent améliorer l'expérience si utilisés judicieusement. Les segments Strava sont des sections de route où les cyclistes peuvent comparer leur temps. Créés par les utilisateurs, ces segments peuvent être des montées, des sprints plats, ou des descentes. Beaucoup de cyclistes essaient de battre leur propre record ou de grimper dans le classement des segments. Cela peut ajouter un élément de jeu au cyclisme quotidien, transformant des routes familières en terrain de compétition. Cependant, la poursuite de records de segments peut aussi être dangereuse si elle conduit à prendre des risques excessifs dans la circulation ou sur des routes dangereuses. Les événements cyclistes créent des buts et de la motivation pour l'entraînement. Qu'il s'agisse d'une course, d'une cyclosportive, ou d'une randonnée organisée, avoir un événement sur le calendrier donne une raison de s'entraîner même quand la motivation est basse. Les événements sont aussi des occasions de tester votre forme physique, de voir comment votre entraînement a porté ses fruits. Ils offrent l'excitation de rouler sur des routes fermées à la circulation ou de faire partie d'un grand groupe de cyclistes partageant les mêmes idées. Les cyclosportives sont des événements de cyclisme sur route chronométrés mais non compétitifs. Elles offrent généralement plusieurs distances au choix et des parcours bien balisés, souvent avec des ravitaillements le long du chemin. Les participants peuvent rouler à leur propre rythme, que ce soit pour un temps rapide ou simplement pour profiter de la sortie. Les grandes cyclosportives peuvent attirer des milliers de participants et fermer les routes à la circulation,
offrant une expérience de conduite unique. C'est un excellent moyen pour les cyclistes récréatifs de vivre l'excitation d'un grand événement sans la pression d'une course réelle. Les randonnées permanentes sont une tradition de cyclisme longue distance qui remonte au début du XXe siècle. Les participants doivent compléter un parcours de 200, 300, 400 ou 600 km dans un délai spécifié, généralement entre 13 et 40 heures selon la distance. Ce ne sont pas des courses, les participants roulent à leur propre rythme et l'objectif est simplement de terminer dans le temps imparti. Les randonnées permanentes testent l'endurance, la navigation, et la gestion de soi sur de très longues distances. Compléter une série de randonnées permanentes qualifie les cyclistes pour participer à Paris-Brest-Paris, l'événement de randonnée permanente le plus ancien et le plus prestigieux au monde. Le cyclisme ultra-distance est une discipline extrême où les cyclistes parcourent des centaines ou même des milliers de kilomètres en une seule poussée. Des événements comme la Race Across America ou la Transcontinental Race voient des cyclistes pédaler pendant des jours avec seulement de brèves pauses pour dormir. Ces événements testent non seulement la forme physique mais aussi la force mentale, la stratégie de sommeil, et la gestion logistique. Les cyclistes ultra-distance développent des capacités remarquables à fonctionner avec très peu de sommeil et à continuer de pédaler même quand chaque partie de leur corps crie d'arrêter. Le bikepacking racing combine le cyclisme ultra-distance avec la navigation et l'autosuffisance. Les participants doivent trouver leur propre chemin le long d'un itinéraire défini, transporter tout leur équipement, et se débrouiller pour la nourriture, l'eau et le logement. Il n'y a pas de soutien externe autorisé. Ces courses se déroulent souvent dans des régions reculées avec des conditions difficiles. C'est une discipline qui attire les aventuriers et les esprits indépendants, ceux qui aiment combiner le défi physique avec l'aventure d'explorer des endroits sauvages. Les traversées de continents à vélo sont des aventures épiques entreprises par des milliers de cyclistes chaque année. Des routes populaires incluent la côte pacifique de l'Amérique du Nord, la route transocéanique à travers les États-Unis, la route Eurovélo à travers l'Europe, et le Tour de l'Australie. Ces voyages peuvent prendre des semaines ou des mois, selon le rythme. Les cyclistes vivent des paysages changeants, différentes cultures, et le défi quotidien de couvrir la distance. Beaucoup décrivent ces voyages comme transformateurs, offrant du temps pour la réflexion et une perspective nouvelle sur la vie. Le cyclisme autour du monde est le rêve ultime pour de nombreux cyclotouristes. Quelques centaines de personnes complètent un tour du monde à vélo chaque année. Le voyage peut prendre de 1 à plusieurs années. Les cyclistes doivent gérer les visas, les frontières, les différentes langues et cultures, et les climats variés. Ils traversent des déserts, des montagnes, des jungles et des toundras glacées. Ils rencontrent une hospitalité extraordinaire et font face à des défis inattendus. Ceux qui complètent un tour du monde à vélo reviennent avec des histoires incroyables et une appréciation profonde de la diversité et de la beauté de notre planète. En fin de compte, un vélo est plus qu'un simple moyen de transport. C'est un outil de liberté, d'aventure, de santé et de joie. C'est une connexion avec notre environnement, sentir le vent et le soleil, voir le monde à une échelle humaine. C'est une façon de se connecter avec d'autres personnes, que ce soit en roulant avec des amis ou en saluant d'autres cyclistes sur la route. C'est une déclaration de valeur, un choix de vivre de manière plus durable et plus activement. Et parfois, c'est juste amusant, le plaisir simple de pédaler, de rouler, de glisser le long de la route avec rien d'autre que votre propre force vous propulsant vers l'avant. Le vélo nous rappelle que la joie peut être trouvée dans les choses simples, que le mouvement lui-même peut être une source de bonheur. Et que parfois le voyage est vraiment plus important que la destination. Alors que vous vous endormez ce soir, peut-être rêverez-vous de chemins ouverts, de routes qui serpentent à travers des paysages magnifiques, et du sentiment de liberté qui vient du cyclisme. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis de chemins ouverts et de vent dans le dos.